merci pour l'invitation. Donc, je suis Isabelle Régnier, je suis maître de conférence en psychologie sociale. Je travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur les apprentissages scolaires et l'impact des contextes sur les apprentissages et sur les performances des élèves. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des résultats sur une thématique qui me passionne, là aussi, depuis le début de ma carrière en psychologie sociale, l'effet des stéréotypes sur la performance. Comment des stéréotypes sociaux peuvent-ils, à ce point-là, influencer le comportement des individus et notamment influencer la performance des individus qui sont la cible de ces stéréotypes? Je vais commencer par quelques statistiques que vous connaissez tous. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps. En Europe, mais plus généralement partout dans le monde, on le sait, il y a une sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques, spécifiquement en maths, en ingénierie, en informatique. Elles ne représentent que 37% des étudiants en maths, sciences physiques et naturelles et informatiques, 20% seulement des élèves ingénieurs, voire même ce pourcentage peut tomber à 10% dans certaines de nos grandes écoles d'ingénieurs en France. Elles ne représentent que 34% des enseignants-chercheurs à l'université, toujours dans ces filières spécifiques. Et dans les comités scientifiques, elles ne sont également que 27%. Quelques chiffres également pour comparer un petit peu la différence de représentation des femmes et des hommes au CNRS dans les différentes filières. Ces statistiques, nous les avons grâce à la mission pour la place des femmes au CNRS qui fait un travail maintenant depuis plusieurs années assez important justement d'information sur le rôle des stéréotypes de genre au niveau des performances, mais également au niveau de l'évolution des carrières des femmes et au CNRS donc, et également qui alerte les différents comités sur l'influence potentielle de ces stéréotypes au moment de la prise de décision, lors des recrutements, mais aussi des décisions sur les avancements de carrière. En maths, cette sous-représentation des femmes est assez flagrante. Elle est relativement comparable en physique et en électronique informatique. Il faut commencer à aller vers la chimie pour voir ce pourcentage monter. Et sciences humaines et sociales pour aller vers peut-être un semblant de parité, mais qui n'est pas encore là, y compris dans l'Institut des SHS. Alors, comme il a été évoqué tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup d'explications à cette sous-représentation des femmes dans les disciplines scientifiques. En effet, il peut y avoir comme explication, et certainement que cette explication vaut pour certaines, il peut s'avérer qu'il y ait des choix personnels différents selon les sexes et par exemple au moment des études initiales. Le poids également des contraintes familiales, comme cela a été évoqué pour les femmes. Mais également, certaines études montrent qu'il y a également une influence des réseaux professionnels dans la construction des carrières, avec davantage, vous savez, le mentor pour les hommes, finalement, que pour les femmes. Donc, les femmes bénéficieraient moins dans leur carrière de la présence, de l'appui d'un mentor pour évoluer dans leur carrière, comparativement aux hommes. Il y a également une autre explication qui est bien connue de tous. Alors, on peut ne pas être d'accord avec cette explication, mais il n'empêche que tout le monde la connaît. Et les élèves aussi la connaissent dès leur plus jeune âge. Donc il y aurait peut-être des différences de compétences entre hommes et femmes dans le domaine des sciences et notamment des mathématiques. On entend souvent dire « non mais les femmes ne sont pas douées pour les maths, ça c'est plus une discipline pour les hommes ». Et en lien avec ceci, il y aurait une explication qui évoquerait des discriminations envers les femmes, donc des comportements qui seraient relativement injustes et qui freineraient l'évolution des carrières ou même qui freineraient les filles à s'investir dans les disciplines scientifiques, alors même qu'on le sait, quand elles sont dans les filières S au bac, elles ont même la plupart du temps de meilleures mentions que les garçons et à meilleure mention, pourtant, elles choisissent moins les filières universitaires scientifiques que vont le faire leurs homologues garçons. Je vous propose de nous intéresser à cette explication qui relève tout simplement de l'influence des stéréotypes. Alors, on comprend bien, le contenu du stéréotype cible une différence de compétences entre hommes et femmes en mathématiques. Finalement,
qu'en est-il véritablement des différences de performance? Parce que là, les statistiques que j'ai évoquées parlent de la sous-représentation des femmes. Mais au niveau des performances, que sait-on concrètement? Eh bien, finalement, si on regarde spécifiquement les maths, les statistiques nous disent quelque chose d'assez paradoxal, finalement. De l'école primaire jusqu'au collège, les filles sont généralement meilleures en maths que les garçons. Les moyennes trimestrielles sont là pour le dire, elles sont meilleures. Cette tendance commence à s'inverser un petit peu à partir du lycée. C'est-à-dire que là, la supériorité des filles commence à disparaître, voire on commence à voir émerger la supériorité des garçons. Mais donc, il faut attendre le lycée pour apercevoir cette différence de performance. Alors, il y a un domaine, d'ailleurs, qui a beaucoup entretenu le stéréotype, qui est ce domaine très particulier, domaine de compétences très particulier, la rotation mentale, les compétences visuospatiales. Vous connaissez tous, hein, un ensemble de cubes agglomérés que l'on fait tourner dans l'espace. On présente différentes réponses possibles et on doit, parmi les 4 qui sont présentées, identifier les 2 qui correspondent simplement à la même figure que la figure étalon, mais ayant subi une certaine rotation. Il est clair que, là encore, les statistiques nous disent la même chose depuis des années, et quel que soit le pays, les hommes sont meilleurs que les femmes sur ce genre d'épreuve. Et d'ailleurs, la différence de performance est quand même assez importante. Autre résultat intéressant que nous donnent les statistiques, 1980, publication dans Science, Camilla Benbow, elle a récidivé plusieurs fois dans Science. C'est une psychologue qui est spécialiste donc, des performances des femmes en mathématiques et de la comparaison homme-femme. Et elle a montré à plusieurs reprises que sur le SAT-M, alors vous savez, le SAT-M, c'est ce fameux test standardisé, M pour maths, qui est utilisé à l'université pour la sélection des étudiants. Hein, pas comme en France, ils ne rentrent pas comme ça. Non, il y a des tests standardisés à passer, dont le test de mathématiques pour la sélection à l'entrée de l'université. Et sur ce test-là, les hommes surpassent les femmes en moyenne de 40 points. Mais pas seulement. Si l'on prend les plus hauts scores sur ce test, c'est-à-dire si on regarde les individus qui ont au-dessus de 700 points, ce qui est énorme, 700 points, ce sont vraiment les plus brillants, on trouve 13 fois plus d'hommes que de femmes au-dessus de 700 points. Et c'est ce résultat-là spécifiquement qui a contribué à entretenir l'explication selon laquelle les femmes seraient en effet moins compétentes que les hommes dans ce domaine-là. Et en effet, Camilla Benbow défend l'idée, une explication possible de ce résultat-là, dans son article dans Science et dans bien d'autres, eh bien que pour expliquer pourquoi il y a 13 fois plus d'hommes que de femmes sur les plus hauts scores, eh bien forcément, il y a bien quelque chose de l'ordre du biologique. Les femmes seraient intrinsèquement moins compétentes dans ce domaine-là que les hommes. Et l'explication biologique, elle est assez simple finalement. Elle serait liée à une différence d'exposition prénatale à la testostérone entre hommes et femmes. Et c'est cette différence d'exposition prénatale à la testostérone qui aurait contribué à fabriquer des cerveaux un peu différents entre hommes et femmes. Alors bon, les neurobiologistes vont nous confirmer qu'en effet, il y a des différences entre hommes et femmes au niveau du cerveau. Néanmoins, ces différences-là, aujourd'hui, ne permettent pas d'expliquer des différences de performance dans quelque discipline que ce soit d'ailleurs. D'où une interrogation de la part de nombreux chercheurs sur une autre explication, mais qui est tout à fait reliée à cette explication en termes de différence de compétences biologiques, innées, intrinsèques entre hommes et femmes. C'est le rôle des stéréotypes, parce que justement, cette différence de compétences, c'est ce qui nourrit le stéréotype. Lawrence Summers, président de Harvard, en 2005, fait l'introduction d'un grand colloque scientifique. Et lors de cette présentation, il fait part de son étonnement de la sous-représentation des femmes dans les plus grandes filières scientifiques. Et pour expliquer cette sous-représentation, évoque en effet un problème de compétences intrinsèques des femmes. Il se dit désolé d'évoquer cette explication, mais néanmoins se voit contraint de le faire,
puisque comment expliquer autrement qu'il y ait si peu de femmes? Donc c'est bien qu'elles sont moins douées dans ces disciplines-là. Évidemment, ceci a fait un tollé, il a été obligé de démissionner, il a été remplacé quelques années plus tard par une femme à la présidence de Harvard. Alors les stéréotypes, quand même, ces stéréotypes, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. C'est pas si anodin que ça. Poupée Barbie. Vos enfants, vos filles, qui n'a pas joué à un moment donné avec une poupée Barbie? Vous avez dû entendre parler de cette histoire. Aux États-Unis, ils avaient sorti à un moment donné une poupée Barbie qui parlait. Alors, elle parlait en anglais, évidemment, puisque c'était aux États-Unis, et elle disait plusieurs choses. I love shopping. I would like a pizza. Math is hard. Elle n'est pas restée très longtemps sur le marché, elle a été très vite supprimée, mais il n'empêche qu'un certain nombre de personnes l'ont achetée. On peut trouver encore sur YouTube, d'ailleurs, le petit film qui montre la poupée en train de parler. Je veux dire, qui pourrait imaginer qu'une enfant de 6 ans, voire moins, voire plus, peu importe, à force d'entendre une poupée Barbie qui explique que les maths c'est difficile, comment imaginer que ça ne puisse pas avoir d'impact à un moment donné sur ses croyances et éventuellement sur ses comportements? Je pense personne ne peut croire que ceci ne peut pas avoir d'influence. On en trouve à l'appel des exemples qui illustrent ces stéréotypes. J'imagine que cet exemple-là, vous le connaissez bien. Pas de problème, elle trouve la réponse. C'est une fille, en plus, elle est blonde, mon Dieu. Les stéréotypes sociaux. Petite parenthèse quand même là-dessus pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Voici comment nous sommes perçus en dehors de nos frontières. Voilà le français. Le français, avec le béret, qui fume la gauloise ou la gitane, avec toujours la baguette sous le bras, le litron de rouge, et en plus, il mange des escargots. Quelle horreur! C'est marrant, mais je ne vois personne ici dans la salle qui ressemble à cela. Les stéréotypes, ce sont quoi? Ce sont des croyances qui sont partagées à des degrés divers dans nos sociétés. Des croyances à propos de quoi? À propos des caractéristiques personnelles, qui peuvent être des traits de personnalité, mais aussi des comportements, des compétences, et bien sûr des incompétences, qui seraient propres à un groupe de personnes. Et ces stéréotypes, comme ce sont des croyances, ce sont finalement des informations qui vont être stockées dans notre mémoire au même titre que n'importe quelle information auquel nous pouvons être exposés à un moment donné. Et donc, puisque ces stéréotypes ils sont stockés dans nos mémoires à long terme, ils sont susceptibles d'être récupérés en mémoire à tout moment, en tout cas dès lors qu'ils vont être pertinents dans une situation spécifique. Et justement, selon Claude Steele, qui est justement le chercheur spécialiste de l'impact des stéréotypes sociaux sur la performance, c'est lui qui est à l'origine des tout premiers travaux sur le sujet aux États-Unis. Il considère qu'en effet, l'infériorité liée à l'intervention d'un stéréotype négatif est quelque chose qui a été sous-estimé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il considère que la différence de performance qui peut s'observer sur des tests de mathématiques entre hommes et femmes peut être liée à l'intervention de ce stéréotype qui est négatif pour les femmes et qui va venir perturber leur fonctionnement cognitif pendant la tâche de résolution de problèmes. Si l'on schématise un petit peu, l'explication est la suivante. À chaque fois que les femmes vont passer un test qui est relié au stéréotype, qui est pertinent par rapport au stéréotype, comme un test de maths, voilà, elles sont évaluées avec un test de mathématiques difficile. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait de savoir qu'elles sont évaluées via un test de mathématiques, ça va entraîner une peur d'échouer. Alors certes, face à un test de maths difficile, tout le monde a peur d'échouer, hein, les garçons aussi. Mais en plus de cette anxiété naturelle liée à la peur d'échouer à un test compliqué, les femmes vont devoir gérer un obstacle supplémentaire qui est lié au stéréotype et qui est lié à la peur de le confirmer. Et ça se traduit comment mentalement? Ça se traduit par une augmentation de pensées stressantes interférentes pendant la tâche, lesquelles vont diminuer la capacité générale de résolution de traitement. C'est-à-dire que
au lieu d'avoir toute leur attention concentrée sur ce test de maths très difficile, eh bien les femmes, les filles, vont penser à autre chose. Il va y avoir beaucoup de pensées stressantes et interférentes qui vont venir accaparer cette attention pourtant si précieuse pour réussir le test difficile. Et la conséquence, c'est une baisse des performances. Alors, vous allez me dire, cette explication, ma foi, elle est intéressante, elle est séduisante, mais maintenant, comment savoir si elle fonctionne ou pas, cette explication? Donc, démonstration expérimentale. Voici le protocole qui a été utilisé par Steele et ses collaborateurs. Ben justement, ils ont été récupérés les fameux exercices du SAT-M, ce test standardisé de mathématiques si difficile et justement sur lesquels on trouve dans les plus hauts scores 13 fois plus d'hommes que de femmes. Et résultat, donc, à partir desquels Camilla Benbow, publié dans Science, une explication selon laquelle cette différence de performance traduirait des différences de compétences intellectuelles et donc traduirait une infériorité intellectuelle des femmes en maths par rapport aux hommes. Donc très bien, ils ont été reprendre justement ces items les plus difficiles. Deux conditions expérimentales, sachant que Claude Steele et ses collaborateurs ont choisi des étudiants pour participer à cette étude, mais pas n'importe lesquels, des étudiants comparables, extrêmement brillants, justement, qui avaient choisi les hautes filières maths de l'université de Stanford, pas n'importe quelle université. Donc, en gros, ils ne sont pas allés chercher des étudiants en difficulté en maths, non, non, ils sont allés chercher les meilleurs des meilleurs, hommes et femmes. Et ils leur ont fait passer ce test. À la moitié des participants, hommes et femmes, ils leur ont dit la chose habituelle, classique, vous allez être évalués grâce à ce test de maths très difficile. C'est la consigne standard de présentation de ce test. À l'autre moitié des participants, le même test est présenté également comme un test de maths très difficile, grâce auquel on va évaluer leurs compétences dans ce domaine, mais en plus, il rajoute une petite phrase. Au fait, sachez que sur ce test-là, nous n'observons pas de différence de performance entre hommes et femmes. Avec cette petite phrase, il falsifie momentanément le stéréotype pour la situation de test en question. On rend le stéréotype non pertinent. Résultat? Que se passe-t-il en consigne standard? C'est-à-dire consigne classique, c'est un test de maths très difficile. Eh bien, Camilla Benbow vous dirait, oui, on obtient ce que l'on sait déjà depuis très longtemps, il n'y avait pas besoin de refaire encore une étude pour montrer ça. On sait que sur les items les plus difficiles du SAT-M, les femmes réussissent moins bien que les hommes. Je l'ai déjà publié. Pas besoin de refaire une étude, je le savais. Effectivement, cette différence est statistiquement significative. Les femmes sont en difficulté par rapport aux hommes sur les items les plus difficiles du SAT-M. Effectivement, si on s'en tient à ce résultat, on entretient l'explication selon laquelle cette différence de performance, peut-être, reflète-t-elle en effet une différence réelle de compétences entre hommes et femmes. Les femmes sont peut-être effectivement moins compétentes que les hommes. Oui, sauf que, si cette explication était valable, si le bâton jaune là, représente le maximum de ce que les femmes peuvent atteindre en termes de performance en raison de leurs limites biologiques, on va dire ça comme ça entre nous, on est d'accord que le bâton jaune, il ne va jamais augmenter alors, parce que si ça reflète ce qu'elles peuvent faire de maximum, c'est leur maximum, quelle que soit la situation. Ah, sauf que, quand on rajoute la petite phrase qui rend le stéréotype non pertinent, la différence de performance entre hommes et femmes est annulée. Autre chose importante, il y a une augmentation significative de la performance des femmes. Elles font nettement mieux que leurs homologues dans la situation classique. Donc, elles ont une performance bien meilleure. Manifestement, le premier bâton jaune ne reflétait pas le maximum qu'elles pouvaient faire compte tenu de leurs limites biologiques. Elles peuvent faire beaucoup mieux dès lors que le stéréotype a été sorti de la situation d'évaluation. Alors, cette expérience a été répliquée de nombreuses fois. Sachez que
aux États-Unis, qui sont donc les précurseurs pour ce genre d'études. Ces résultats-là ont été répliqués de très nombreuses fois aux États-Unis, mais pas seulement, dans de nombreux pays en Europe, et à chaque fois, ce sont les mêmes résultats qui sont obtenus. Dès lors que l'on falsifie le stéréotype, qu'on le rend non pertinent dans la situation de test, les femmes font bien mieux que les hommes. En tout cas, font aussi bien, dans la condition où on dit qu'il n'y a pas de différence. J'anticipe, vous allez voir, j'anticipe. Et elle s'améliore grandement par rapport à la situation classique. Là, il n'y a pas de différence. Ici, c'est non significatif. Par contre, dans certaines expériences, la différence l'est, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Absolument. Mais là, elle ne l'est pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'y attarder, et je vais vous montrer d'autres études où elle l'est, et on a l'explication. Vous allez voir, là encore, qu'elle est liée au stéréotype. C'est incroyable. Nous, avec mon collègue Pascal Huguet, nous nous sommes intéressés à ces résultats chez les enfants. Parce que montrer tout ça chez les adultes, c'est très bien, sauf qu'on sait que les enfants connaissent très tôt les stéréotypes. 4-5 ans, les enfants sont capables de vous dire quels sont les jouets appropriés pour des filles et des garçons, quels sont les métiers qui sont appropriés pour des filles et des garçons. Et puis à l'école aussi, ils sont capables de vous dire qui est plus fait pour les maths, qui est plus fait pour le français, les filles, vraiment, etc. Et justement, ce qui était intéressant, c'était de voir si on pouvait apercevoir la trace de ces effets des stéréotypes, alors même qu'on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à la fin du collège au moins, les filles sont meilleures en maths que les garçons. Voici ce que nous avons utilisé. Une figure qui est adaptée de la figure de Rey, qui est une figure complexe, comme vous le voyez. Que doivent faire les enfants? Nous leur donnons 1 minute 30 pour mémoriser la figure. Au bout d'1 minute 30, on leur enlève la figure, on leur donne une feuille de papier, un crayon, une gomme, et ils ont 5 minutes pour la reproduire de mémoire. Cette figure est décomposable en différentes unités, comme par exemple le grand carré, le triangle, etc. Ce qui fait que nous pouvons coder la figure, puisqu'après il faut évaluer les productions des enfants. Nous avons une grille de codage qui est très précise. En voici donc un exemple. Voici la feuille que nous remettons à des juges qui sont aveugles aux conditions expérimentales et qui vont devoir évaluer les productions des enfants. Le système de notation est le suivant. Donc, il y a 22 unités en tout dans cette figure. 2 points sont accordés si l'unité est correctement reproduite et positionnée. 1 point si elle est soit altérée mais correctement positionnée, soit intacte mais incorrectement positionnée. 0,5 si elle est à la fois altérée et incorrectement positionnée, et 0 point si elle est absente ou non reconnaissable. Maximum de points, 44. Très difficile. Plus de 400 élèves ont participé à cette étude, et je remercie d'ailleurs, c'était l'Académie de Toulouse qui m'avait donné accès à tous les collèges, et avec une logistique qui était assez importante parce que vous allez comprendre avec le dispositif qu'on met en place, il fallait faire en sorte que les classes ne se croisent pas, que les élèves ne puissent pas discuter entre eux, puisque vu ce qu'on manipule, c'est le contexte de présentation de la tâche, donc il ne fallait pas que les élèves puissent communiquer. C'était assez difficile à mettre en place, donc vraiment, je les remercie. La moitié des classes étaient affectées aléatoirement à l'une des 2 conditions expérimentales suivantes. À la moitié des classes, je me présentais comme une enseignante de maths géométrie qui était là pour évaluer leurs compétences en géométrie à l'aide d'un exercice nouveau et difficile. Et à l'autre moitié des classes, je me présentais comme une enseignante de dessin qui était là pour évaluer leurs compétences en dessin à l'aide d'un exercice nouveau et difficile. Chaque classe était divisée en 2 groupes. On a une petite idée, on a voulu tester quelque chose, je vais en parler juste après. On a fait 2 groupes mixtes versus 2 groupes non mixtes. Et donc, ils avaient, les élèves, 1 minute 30 secondes à l'encodage, donc pour mémoriser la figure. Alors ici, j'ai mis au lieu de 50 secondes parce que nous avions d'autres conditions aussi, d'autres études où ils étaient seuls, mais là, ils étaient en passation collective. Nous avons rajouté des petites questions
pour voir un petit peu ces pensées interférentes dont on a parlé tout à l'heure pendant la résolution du test. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir à qui les filles elles avaient pu penser pendant qu'elles faisaient le test. Et est-ce qu'elles pensaient à des choses ou à des, vous allez voir, à des élèves différents selon qu'elles étaient en conditions géométrie, dessin ou en conditions mixtes et non mixtes. Et on leur a posé une question très simple. Tâche de nomination. Alors ça, les élèves adorent ça. On va nommer. Nommer qui? Ah, des élèves de ma classe, super. Et qui? Eh bien, ils devaient nommer les 3 élèves de leur classe les plus en réussite en maths géométrie et les 3 élèves de leur classe les plus en difficulté en maths géométrie. Grâce à ces nominations, nous ensuite, c'était assez facile d'identifier le sexe des élèves nommés en tant que bons ou mauvais en géométrie et d'aller vérifier d'ailleurs concrètement dans leur moyenne trimestrielle s'ils étaient effectivement bons ou mauvais. Résultat en conditions de mixité. Waouh! Quand on dit que c'est de la géométrie, les filles sont en difficulté par rapport aux garçons, clairement. Et ceci d'ailleurs est valable quel que soit le niveau des élèves réellement en maths géométrie. Ça marche pour toutes les catégories d'élèves. Cette différence s'inverse lorsque l'on dit que c'est du dessin, et là, pour le coup, la différence est à l'avantage des filles. C'est le même exercice, j'insiste. Les propriétés intrinsèques de l'exercice n'ont pas changé, c'est le même. La seule chose qui change, c'est la façon de le présenter. Dès lors que les filles sont libérées du stéréotype, leur performance explose. Celle des garçons chute. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour alimenter la discussion de tout à l'heure, regardons ce qui se passe en conditions de non-mixité. Rien. Pas de différence de performance entre filles et garçons et pas de différence selon le contexte de présentation. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, tous les élèves dans les 4 conditions expérimentales font bien mieux que les élèves qui étaient en conditions de mixité. On y reviendra tout à l'heure, je ne veux surtout pas défendre ici la non-mixité, mais il faut réfléchir à ce que ça implique au niveau du fonctionnement des élèves pendant les apprentissages. Il faut juste réfléchir à ça. Maintenant, avec notre petite tâche de nomination, bon, je vous passe les détails et statistiques et les indices que nous avons créés, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de statistiques, et notamment pour savoir à qui les élèves pensaient. Eh bien, figurez-vous qu'en conditions de mixité et géométrie, c'est-à-dire là où les filles sont clairement en difficulté au niveau de leur performance, à qui elles ont pensé principalement au niveau de leur classe? Elles ont pensé aux filles en échec et aux garçons en réussite en maths géométrie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles avaient en tête? Quels étaient les exemplaires de leur classe qui étaient les plus saillants et qui ont été les plus faciles à récupérer en mémoire? Eh bien, ce sont les élèves qui sont en conformité avec le stéréotype d'infériorité des filles en maths. Alors que dans toutes les autres conditions, les filles, elles pensent à qui? Aux filles en réussite en maths géométrie. Vous voulez que je retourne? Alors les garçons, eux, dans toutes les conditions, ils pensent aux garçons en réussite. Alors, nous avons eu d'autres études sur les élèves, les collégiens, qui, pareil, répliquent. Je n'ai pas le temps de tout vous dire ici, mais on a beaucoup travaillé en collaboration avec les enseignants et les chefs d'établissement. Et quand on avait présenté ces premiers résultats, la géométrie dessin, beaucoup nous ont dit « Oui, mais est-ce que vous avez pris en compte justement le degré d'adhésion des élèves aux stéréotypes? Parce que quand même, moi, dans ma classe de maths, je connais bien mes élèves. Eh bien, les filles de ma classe, si vous leur posez la question, elles vont vous dire « Non, ce sont les filles qui sont meilleures en maths. » Et d'ailleurs, les moyennes, comme on le disait tout à l'heure, le disent. Donc en fait, sachez qu'on a répliqué ce genre d'études en prenant en compte le niveau d'adhésion des élèves et malheureusement, ça ne change pas la donne. C'est-à-dire que même lorsque les filles, en effet, nous tiennent un discours explicite qui dit « je ne suis pas d'accord avec le stéréotype », eh bien malgré tout en géométrie, elles sont en difficulté, lorsqu'on dit c'est de la géométrie, elles sont en difficulté par rapport aux garçons et par rapport à leurs homologues filles de la condition dessin. Nous nous sommes intéressés aux grandes écoles d'ingénieurs. Alors,
Vous savez, la recherche, vous le savez très bien, ce sont des opportunités de rencontre, de discussion, et à chaque fois qu'on présentait ces résultats, bon, ben, je vois quelques directeurs de grandes écoles qui nous ont dit « Ouais, mais venez chez nous parce que ça ne va pas marcher, là. Il y a 10% de filles dans ma grande école d'ingénieurs, mais elles sont majeures de promo. Elles n'ont même pas fini, elles ont déjà signé un contrat, elles vont te recruter. Elles n'ont même pas fini, elles sont déjà recrutées. Elles sont majeures de promo, ça ne va pas marcher. » OK. On y est allé avec un test de raisonnement logique, puisque c'est effectivement ce qui est au cœur de ce genre de formation. Et on a utilisé peut-être quelque chose que vous connaissez bien, les matrices avancées de Raven. Non? Ça vous parle mieux, ça? C'est un exemple. Imaginez 36 matrices comme celle-ci. À chaque fois, vous devez compléter la petite figurine qui manque là-haut, d'accord? Et vous devez choisir parmi les 8 qui vous sont proposées. En tout, il y a 36 matrices de difficulté croissante. Et puis, allez, comme vous êtes en grandes écoles d'ingénieurs, on va vous donner à peine 25 minutes pour compléter les 36 matrices. Donc, vous avez un temps limité pour le faire. Je pense que tout le monde a compris que la bonne réponse était celle-ci. Deux conditions. À la moitié des participantes et des participants, nous avons utilisé la consigne standard de présentation de ce test. C'est un test de raisonnement logique très difficile. Et puis c'est sûr qu'au bout déjà de la 3e diapositive, tout le monde comprend qu'effectivement, surtout en 25 minutes, ça va être compliqué. Les garçons aussi, tout le monde souffre. Et condition de falsification, on a repris la consigne de Steele et ses collaborateurs. On rajoute juste la petite phrase. Sachez que sur ce test, il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes. En situation standard, alors même qu'effectivement nous avons des élèves extrêmement brillants, nous avons les filles qui sont les majors de promo par rapport aux garçons, clairement. Eh bien, malgré tout, la différence est statistiquement significative. Les filles font moins bien que les garçons. Alors, si on regarde bien, la différence est quand même minime, mais elle est statistiquement significative parce qu'en effet, ils sont tellement brillants qu'ils ont des taux de réussite qui sont assez fabuleux. On n'obtient jamais ces taux de réussite habituellement. Il n'y a que dans ce genre de grandes écoles d'ingénieurs qu'on obtient ça. Que se passe-t-il en conditions de falsification ? Donc, évidemment, les filles font nettement mieux que leurs homologues en conditions standards, mais également, les garçons s'effondrent et la différence, pour le coup, se fait à la faveur des filles. Alors, essayons de comprendre maintenant encore un petit peu plus comment tout cela s'explique. Une brève évocation au niveau des mécanismes cérébraux. Parce qu'en effet, nos collègues neurosciences se sont très rapidement intéressés à ce qui pouvait se passer. Parce que justement, cette hypothèse de stéréotype interférent qui vient gêner les performances cognitives pendant la résolution de la tâche, eh bien, en neurosciences, on sait que ça a une traduction particulière au niveau des activités cérébrales. Donc finalement, c'est une hypothèse qui est assez facile à tester, à les regarder. Et c'est intéressant parce que ces études de neurosciences vont apporter des informations complémentaires avec les informations que nous avons au niveau comportemental, c'est-à-dire au niveau de la performance au test. IRM fonctionnel qui justement nous permet de voir quelles sont les zones cérébrales qui sont activées pendant la résolution de tel ou tel test en fonction de la condition où le stéréotype est présent versus où il n'est pas présent. Je vous présente des résultats qui ne sont pas encore publiés de mon collègue Pascal Huguet qui a travaillé avec l'équipe d'Angela Sirigu à Lyon qui est en effet spécialiste de psychologie cognitive et de neurosciences. Ils ont sélectionné des étudiants très compétents, de niveau identique, des étudiants de maths prépa, donc hommes et femmes. Ils les ont mis dans l'IRM fonctionnel. Donc imaginez que dans l'IRM, en fait, chaque personne a un petit boîtier dans chaque main, d'accord ? C'est le boîtier qui va leur permettre de répondre. Ils ont des opérations de ce type-là à résoudre. Ils doivent dire si c'est juste ou si c'est faux.
Donc si c'est juste main gauche, si c'est faux, main droite ou inversement, peu importe. Un temps limité, 8 secondes pour répondre. Il y en a beaucoup. Il y a deux séries de 36 résultats à vérifier et 2 conditions expérimentales. Pour une première série, les auteurs ont utilisé une consigne dite stéréotype validé. Avant de faire procéder à la résolution des exercices, ils expliquent évidemment que c'est un test de maths, etc., et qu'ils attendent une différence de performance entre hommes et femmes. Ils ne donnent pas le sens de cette attente, avec l'idée que s'il y a le stéréotype, il va faire son chemin. Et chacun va s'imaginer dans quel sens cette différence peut être. Versus consigne stéréotype invalidée, c'est-à-dire que pour l'autre série d'exercices à résoudre, il est précisé qu'il n'y a aucune différence de performance entre hommes et femmes. Donc ici, comme on est dans ce qu'on appelle de la mesure répétée, c'est-à-dire que pour une même personne, il va y avoir les 2 consignes, d'accord, en fonction de la série, cet ordre est aléatorisé pour les participants. Au niveau de la performance, regardons d'abord la performance avant de regarder le cerveau. Au niveau de la performance, lorsque le stéréotype est validé, c'est-à-dire lorsqu'on dit « Ah, sur cette série-là, il y a des différences de performance entre hommes et femmes ». Eh bien, en effet, les femmes réussissent moins bien cet exercice que les hommes, et la différence est statistiquement significative. Cette différence s'annule lorsque le stéréotype est invalidé. Et là, pour le coup, non seulement la différence s'annule, mais donc les femmes font nettement mieux que leurs homologues femmes de la condition où le stéréotype est validé, mais également les hommes chutent par rapport à leurs homologues de la condition où le stéréotype était validé. Donc gardons bien ceci à l'esprit pour mettre en parallèle les résultats au niveau des zones cérébrales qui sont activées. Que se passe-t-il chez les femmes ? En fait, chez les femmes, il se passe 2 choses. Sachez que ces résultats comparent toujours les 2 conditions. La condition où le stéréotype a été invalidé, le stéréotype est validé. C'est toujours une différence. Qu'est-ce que les résultats nous disent ? Ils nous disent que lorsque le stéréotype est validé, non seulement les femmes sollicitent encore davantage que leurs homologues de la condition où le stéréotype est invalidé, elles sollicitent davantage la zone qui est dédiée à la résolution des tâches mathématiques. Donc ça veut dire qu'elles la mobilisent encore plus, cette zone, alors même qu'elles réussissent moins bien. C'est contre-productif. Et pourquoi c'est contre-productif ? Parce qu'en parallèle, il y a une zone qui s'active fortement lorsque le stéréotype est validé, qui est une zone qui est dédiée au traitement des informations émotionnelles négatives, qui est l'insula. Regardons maintenant ce qui se passe chez les hommes au niveau cérébral. Eh bien, il se passe 2 choses intéressantes. Là, pour le coup, dans la condition inverse, c'est-à-dire lorsque le stéréotype est invalidé. C'est-à-dire que lorsque vous venez de dire à des étudiants de maths prépa, au fait, sur ces exercices-là, on n'attend pas de différence de performance entre hommes et femmes. Donc, on contredit le stéréotype, d'accord ? Eh bien, manifestement, cette information les gêne. Elle les gêne et on le voit à 3 choses. La première, on a vu que leur performance chute, d'accord ? Donc, premier résultat comportemental. Maintenant, au niveau cérébral, eh bien, on le voit également parce que dans cette condition spécifique, il y a également un stress émotionnel qui apparaît clairement. Mais en plus, il y a une autre zone, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, une autre zone qui est activée lorsqu'on invalide le stéréotype, qui est une zone dont on sait en neurosciences qu'elle est habituellement dédiée à la détection des informations qui sont en conflit avec les croyances personnelles. Donc, en gros, on a bien la preuve ici que quand on invalide le stéréotype, quand on le falsifie, eh bien on sait maintenant pourquoi ça perturbe les hommes. Parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à leur système de croyance, puisque habituellement, en maths, les hommes sont meilleurs que les femmes. Par conséquent,
Toutes ces études nous permettent de dire que pour réussir en mathématiques et en sciences plus généralement, les filles, les femmes doivent faire face à un obstacle supplémentaire, le stéréotype négatif auquel ne sont pas confrontés les garçons. Cet obstacle explique au moins en partie leur désaffection massive ultérieure en classe préparatoire, dans les universités, dans les grands organismes de recherche, pour leurs disciplines scientifiques et techniques. Les quelques femmes issues des filières sciences et ingénierie sont contre-stéréotypes, certes, mais elles souffrent cependant elles-mêmes du stéréotype négatif. L'obstacle subsiste donc jusqu'au bout. Question, que faire ? Beaucoup de choses ont été faites. Je serai là tout à l'heure pour vous donner tout un tas d'exemples. Là aussi, ce serait l'objet d'une autre conférence. En 1 heure, c'est un peu compliqué, mais juste quelques exemples. Nous, on a réfléchi justement avec l'inspection académique de Toulouse, qui, pour le coup, m'a commandé à l'époque une étude à grande échelle, pour justement essayer de regarder une petite opération très simple. En France, comme aux États-Unis, comme d'ailleurs avec PISA dans tous les pays de l'OCDE, il y a une caractéristique commune, y compris aux États-Unis. On a parlé du SAT tout à l'heure, le SAT-M, mais il y a le SAT verbal aussi. Et en effet, il est de coutume, lorsqu'on évalue les étudiants, lorsqu'on évalue les élèves, de leur faire passer des tests verbaux et des tests de mathématiques. Et parfois, ces tests sont l'un après l'autre. Mais personne ne s'est intéressé à l'impact potentiel de l'ordre de ces tests. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait à l'aide de 2 études, l'une qui ciblait des élèves de 4e, l'autre des élèves de 5e. Nous avons, grâce aux enseignants, récupéré les tests des évaluations nationales, les épreuves de français et les épreuves de mathématiques. Nous les avons adaptés au niveau des élèves, les élèves de 4e versus les élèves de 5e. Et puis, nous avons procédé de la manière habituelle pour faire passer les tests des évaluations nationales. Simplement, nous avons tiré au sort, pour les classes, l'ordre des épreuves. Pour certaines classes, c'était d'abord l'épreuve de français, et pour d'autres classes, c'était l'épreuve de mathématiques qui venait en premier. Pourquoi avons-nous fait cela? Notre idée était simple. On sait qu'en français, il y a un autre stéréotype qui, cette fois-ci, est plus favorable aux filles. Les filles sont plus douées en français que les garçons. Alors, on pourra y revenir, le contenu du stéréotype n'est pas tout à fait le même, en fait. Mais en tout cas, elles bénéficient d'un stéréotype favorable dans ce domaine-là. Donc notre idée était, après tout, si elles passent le test de français d'abord, qui est quand même propice justement à les mettre dans une situation de confiance, les réassurer, peut-être se trouveront-elles dans un état plus positif pour réussir le test de maths, comparativement aux filles qui auront à passer le test de maths d'abord et qui, elles, seront confrontées tout de suite au stress des mathématiques en lien avec le stéréotype qui leur est défavorable. Performance en mathématiques, d'accord. Vous avez en abscisse l'ordre d'abord maths, ensuite test verbal, et puis l'ordre inverse. Quand c'est maths d'abord, les filles réussissent moins bien que les garçons au test de maths. La différence est statistiquement significative. Vous croyez que ça change quelque chose dans... Oui, ça change. En effet, elles font bien mieux lorsqu'elles ont d'abord passé le test verbal. Donc non seulement elles font bien mieux que leurs copines qui ont passé le test de maths en premier, mais en plus elles font aussi bien que leurs copains qui avaient passé le test de maths en premier. Et la différence n'est pas significative ici entre filles et garçons. On obtient exactement la même chose pour les élèves de 5e. Donc vous voyez que des éléments qui peuvent paraître aussi anodins que l'ordre de passation d'un test peut changer la donne au niveau des performances, tout simplement parce qu'il y a des contextes qui sont favorables aux stéréotypes et qui le laissent s'infiltrer dans la situation à la défaveur des filles, et d'autres situations qui, au contraire, freinent le stéréotype. Je voudrais attirer votre attention sur une étude qui a été réalisée par le Centre Hubertine-Auclair. Peut-être connaissez-vous cette étude-là, elle a été assez médiatisée depuis quelque temps. C'est une étude sur nos manuels scolaires. Comment sont faits nos manuels scolaires? Nos manuels scolaires de maths, par exemple. Il y a beaucoup d'illustrations dans ces manuels.
et des illustrations sexuées avec des personnages. Il y a des personnages réels, des personnages célèbres, des mathématiciens célèbres. Y a-t-il des mathématiciennes? Et si oui, combien? Et puis les personnages fictifs. Hein? En tout, personnages célèbres, fictifs, tout confondu, il y a plus de 2600 personnages masculins dans les manuels scolaires de maths, contre 672 femmes. Maintenant, regardons la distinction entre personnages célèbres et personnages fictifs. Plus de 1000 hommes en personnages célèbres. À votre avis, combien de femmes? 35. Oui. Hein? Alors, effectivement, les éditeurs ont levé la main, on dit bah oui, mais enfin bon, c'est peut-être pas notre faute non plus si, à un moment donné, il y a eu plus d'hommes qui ont été mis sur le devant de la scène que de femmes. Hein. Nous, on est bien obligés de faire avec l'histoire. Hein. Oui, bon, on peut chercher un peu et contre-argumenter, mais ok, bénéfice du doute, pas de problème. Donc, vous avez rétabli l'équilibre avec les personnages fictifs. Parce que là, pour les personnages fictifs, cette raison-là, vous ne pouvez pas l'invoquer. Donc, on imagine bien que pour les petits personnages fictifs, il y a autant de garçons que de filles. Hein? Hein? Autant? Non, toujours pas. Toujours pas. Donc, oui, nos manuels scolaires sont eux aussi infiltrés par les stéréotypes de genre à la défaveur des femmes. Donc là, il y a des choses à faire très concrètement. Si on veut lutter contre les stéréotypes, alors on comprend bien que lutter contre ces croyances qui sont diffusées depuis très très longtemps, c'est compliqué, et oui, ça l'est. Oui, c'est compliqué. Mais il y a des petites choses comme celle-ci qui peuvent être mises en place. Et si on ne peut pas lutter directement contre les stéréotypes, à part en faisant des choses comme cela, on peut néanmoins, et on l'a vu avec les exemples montrés aujourd'hui, qu'on peut lutter contre les conséquences des stéréotypes sur les performances. Et là, il y a des moyens de le faire. Et juste pour vous donner un autre exemple, aux États-Unis, ces fameux tests SAT, là, standardisés, qui sont utilisés pour sélectionner les étudiants à l'entrée de l'université, ou qui sont sélectionnés pour justement les choisir après dans les classes les plus avancées, etc. Figurez-vous que ces tests-là, ils sont créés par des boîtes privées qui ont la main mise sur la façon de procéder à leur passation. Et il se trouve que ces boîtes privées avaient pour habitude de faire compléter une petite fiche démographique sur les participants. Alors tout reste anonyme, bien évidemment, enfin par le code pour retrouver après les résultats de chacun, bien sûr. Mais à chaque fois, il fallait répondre à des questions du type « Vous êtes homme, femme ? Quelle est votre origine culturelle, afro-américain, hispanique, latino, etc. » Tout ça juste avant de passer le test. Et justement, nos collègues aux États-Unis, spécialistes de ces effets interférents des stéréotypes, ont fait des études très simples. Ils ont comparé les résultats des femmes au SAT-M selon que cette fiche démographique est mise avant le test de maths ou après. Résultat statistiquement significatif, les femmes réussissent mieux le test de mathématiques lorsque la fiche bibliographique est après plutôt qu'avant. Pourquoi? Parce que quand c'est passé avant, le fait d'indiquer « je suis une femme », ah, je vais passer le SAT-M, ok, le stéréotype s'invite et joue sur les capacités cognitives pendant la résolution de la tâche. Ça a été très dur pour les faire plier. Ça a été extrêmement difficile puisque pendant longtemps, ils ont nié l'influence de cet ordre de la fiche démographique et il a fallu qu'on se réunisse tous, chercheurs de ce domaine, pour qu'on rédige un document expliquant les effets des stéréotypes interférents, démontrant statistiques à l'appui les effets sur les performances et menaçant aussi de faire appel à la Cour suprême des États-Unis pour qu'enfin, en juillet 2012, les boîtes acceptent de faire passer la fiche démographique à la fin des tests et non plus avant. Ça, c'est fait depuis juillet 2012. Absolument, puisque ça permet à plus de 4000 femmes de passer le seuil de sélection qu'elles n'auraient jamais passé autrement.
Je vous remercie. Merci. Ali, Association tunisienne de mathématiques en Tunisie. Tout d'abord, je commence par dire, je crois que je vais prendre la décision de ne jamais passer un test avec des femmes où il n'y a pas une consigne standard. D'autre part, à propos de tests où il y a, ou bien la consigne c'est soit de la géométrie, soit du dessin. Je vais raconter une histoire véridique. Une fois, j'ai visité un professeur dans un quartier populaire. Il y avait un élève qui faisait des erreurs, c'est l'équivalent de classe de 6e ici. Nous, ça s'appelle 7e. Il ne faisait aucun calcul correct. Cet élève, son père est un marchand de légumes et de fruits. Au cours de la discussion, le professeur m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, cet élève qui fait toutes les erreurs possibles du monde dans le calcul, il m'a dit, le dimanche, je vais faire mes courses chez lui. Et lui, c'est lui qui travaille, c'est l'élève qui travaille. Je fais 7 kilos de légumes, 8 kilos de tomates, 3 kilos de tomates. Il fait le calcul mentalement, il ne se trompe jamais. Eh bien, même si son père a recours à la calculatrice, lui, il vérifie mentalement. Il n'a pas confiance à la calculatrice. Il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi dans ton magasin, tu fais des calculs mentalement ici, non? Il m'a dit, il n'y a rien à voir là-dedans. Il m'a dit, quand je fais 10 kilos de piment à 700, il m'a dit 9 kilos à 700, ben 9 fois 10, je retourne 700, j'ai réussi 1300. Et il lui dit, pourquoi tu ne fais pas la même chose ici? Il a dit, ça n'a rien à voir. Là, c'est l'épicier, ici, c'est les mathématiques. Voilà, c'est pour vous dire que c'est partout. C'est un phénomène qui se trouve partout. Merci. Alors peut-être pour rebondir sur cela, j'évoquerai une étude à grande échelle que nous avons réalisée dans l'Académie d'Orléans, grâce à l'inspecteur Alain Diget, que je remercie ici, et qui nous avait sollicité avec Pascal Huguet justement pour intervenir dans cette grande expérimentation sur Phi et Maths dans cette académie. Et il a eu vraiment une idée très, très ingénieuse, c'était de regarder l'influence que pouvait avoir un habillage un petit peu différent des mathématiques. Alors là, l'objectif, c'était toujours que les élèves comprennent qu'ils faisaient des maths. D'accord ? Sauf que pour certains élèves, le même exercice était par exemple une maison de poupée dont on devait calculer l'air, etc. Et puis pour d'autres élèves, c'était exactement le même exercice, mais avec un habillage plus masculin, un garage de voiture, etc., etc. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous évoquez. Et alors les résultats sont assez intéressants parce que lorsque les habillages sont tout à fait en accord avec le stéréotype, c'est-à-dire lorsqu'on maquille les exercices de maths avec des choses masculines, il n'y a pas de problème, hein. Les garçons réussissent bien et mieux que les filles. Par contre, lorsque les mêmes exercices sont habillés avec quelque chose de féminin, quelque chose qui est assez incongru finalement, les garçons sont assez perdus et leur performance chute, alors que celle des filles commence à remonter. Donc oui, le contexte change. Madame, que la consigne soit standard ou pas, le mot difficile, pourquoi on l'ajoute ? Vous allez passer un test difficile. Le mot difficile, pourquoi? En fait, pour que dans toutes les deux conditions devaient être identiques. Et il se trouve que le test était difficile, donc on le leur dit pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, parce que de toute façon, ils vont le voir. Et je peux vous dire que les élèves, quand ils découvrent la figure géométrique, ils sont impressionnés. Donc on les avertit à l'avance. C'est un test difficile et qui évalue des compétences. Parce que pour le dessin, il fallait aussi qu'ils soient dans un état où ils se sentent évalués et ils sachent à l'avance que la tâche va être difficile. Toutes choses étant égales par ailleurs. La seule chose qui change, dans un cas c'est de la géométrie, dans l'autre cas c'est du dessin. Et comment se fait-il que la zone gérant les conflits avec les croyances ne s'active pas chez les femmes en cas de consignes non standards ?
Ah, c'est une bonne question. En fait, ça les soulage tellement, finalement, qu'elles sont libérées de ces pensées interférentes. Donc, ça n'a pas la même influence, en effet, que pour les hommes, alors que, justement, ce qu'on a pu montrer avec les différences au niveau comportemental, c'est que les hommes sont déstabilisés lorsque le stéréotype ne joue plus en leur faveur. Voilà. Il faut le micro. Je suis d'accord avec votre constat, hein, de manière générale, mais c'est un constat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je vais vous donner l'exemple de ma petite fille qui a 7 ans, qui manipule sa tablette comme tous les gamines de cet âge-là. Et mon fils lui a mis sur sa tablette des espèces de poupées genre Barbie. On choisit la coiffure, on les épile. On choisit la robe, on lui met du parfum, etc. Alors une fois j'en ai eu assez, j'ai installé sur sa tablette un bon logiciel, là où il y a des tanks et on se bagarre, on envoie des coups de fusil et tout ça. Quand mon fils s'en est aperçu, il s'est jeté sur la tablette, il l'a enlevé en disant que c'était pas pour les filles. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut résoudre le problème dont vous parlez finalement, parce que les parents sont complices. Alors, oui, le problème des stéréotypes, c'est qu'en effet, ils sont largement diffusés dans nos sociétés par tous les agents de socialisation et de façon très implicite, hein, pas forcément de façon explicite et directe. Hein. On le voit avec la façon dont les manuels sont constitués. On le sait aussi aujourd'hui grâce, peut-être en avez-vous entendu parler, un test qui permet de mesurer la présence du stéréotype chez tout le monde à un niveau implicite. C'est le test des associations implicites. Et on sait maintenant que ce stéréotype, il est présent à tous les âges, chez les hommes comme chez les femmes, y compris chez les femmes dans les disciplines des sciences dites dures, y compris chez les femmes des grandes écoles d'ingénieurs qui sont majors de promo. Ces stéréotypes, en effet, ils sont présents chez tout le monde et ils influencent les comportements. Donc oui, comment lutter? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui va se faire sur le long cours. Et autant ça va être relativement difficile de lutter contre les stéréotypes eux-mêmes, parce que les stéréotypes, ce sont des croyances qui sont, si elles sont perpétuées comme ça, c'est parce qu'elles sont utiles. Elles sont utiles parce qu'elles servent d'explication dans notre quotidien, et donc elles sont réutilisées, et donc c'est des croyances qui s'auto-entretiennent. Donc c'est vrai que lutter directement contre les stéréotypes, à part, comme on a vu tout à l'heure, peut-être dans les livres de maths, faire en sorte qu'il y en ait moins, ce sont des petites choses à faire, mais lutter contre les stéréotypes, c'est compliqué, directement. C'est-à-dire, dire demain, on va créer une société dans laquelle il n'y aura plus de stéréotypes de genre, ça va être très difficile. En revanche, lutter contre les conséquences de ces stéréotypes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là où on a une marge de manœuvre. C'est là où on a une marge de manœuvre parce que le fait de montrer que les différences de performance s'explique justement par l'intervention du stéréotype et que donc tout ça, c'est une explication qui est situationnelle puisqu'il existe des situations dans lesquelles on peut faire en sorte que ce stéréotype soit moins présent. Donc agissons sur la situation, agissons sur les situations d'apprentissage dans la classe, agissons sur les situations d'évaluation. Un exemple concret, comme je vous l'ai donné tout à l'heure, aux États-Unis, c'est déjà quand même pas rien de faire en sorte que les informations démographiques qui étaient demandées avant les tests de maths et qui gênaient, qui entravaient la performance des femmes par rapport aux hommes, sont maintenant demandées après. C'est un exemple concret d'action que l'on peut réaliser. Modifier l'ordre des tests. Modifier l'ordre des tests lorsque nous avons des épreuves qui s'enchaînent, ce qui est exactement le cas pour PISA, par exemple. Pour PISA, les épreuves s'enchaînent et sont même mélangées. Mais personne n'a regardé jusqu'à présent dans PISA l'effet de cet ordre. Alors certes, il est contrebalancé avec des algorithmes un peu compliqués d'ailleurs quand on regarde de près, hein, l'ordre des épreuves. Mais personne n'a regardé les effets de l'ordre de ces épreuves sur les résultats. Déjà, regardons de près. Est-ce qu'on retrouve les résultats que nous avons montrés avec les évaluations nationales? Là, nous avons des actions concrètes. C'est-à-dire que là, nous avons montré que faire passer le test de français, l'épreuve de français avant l'épreuve de maths, ça permet aux filles d'obtenir de meilleures performances en maths sans pour autant diminuer de façon significative la performance des garçons en maths. C'est intéressant. C'est intéressant.
Sachez aussi que d'autres situations ont été testées, qui fonctionnent. Une situation qui fonctionne bien, c'est de demander à tous les élèves, avant de faire le test, d'ailleurs quel qu'il soit, hein, de faire une tâche qui s'appelle, dans le jargon, la psychologie sociale, une tâche d'auto-affirmation. C'est quoi une tâche d'auto-affirmation? C'est simplement une tâche dans laquelle on demande, en l'espace de 5 minutes, aux élèves de faire la liste de leurs qualités, de leurs points forts, y compris dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec le test qu'ils vont faire juste après. Ça suffit pour améliorer la performance des élèves qui pourtant peuvent être la cible d'un stéréotype négatif sur le test en question. Et ça, je vous dis, c'est valable pas seulement pour les filles en maths, c'est valable, ça a été montré aux États-Unis, là aussi, ça a été publié dans Science en 2006 et en 2009, puisqu'ils ont fait une étude longitudinale, ils ont suivi l'évolution d'enfants sur 3 ans, puisqu'aux États-Unis, ce qui pose problème, comme chez nous d'ailleurs, hein, c'est la mauvaise réussite des enfants issus de minorités culturelles. D'accord ? Donc, comment lutter contre ça? Eh bien, ces tâches d'auto-affirmation sont une solution et qui fonctionne, qui n'est pas coûteuse. Parmi les enseignants, il y en a encore certains qui demandent en début d'année aux élèves, sur une feuille, de se présenter, de dire qui tu es, tes parents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, c'est facile de faire ce genre de choses. Au lieu de demander la profession des parents, on peut demander, toi, alors tu penses que, qu'est-ce qu'il te plaît, ou dans quelle discipline tu es bon, etc. Y compris si c'est extrascolaire. Ça suffit, c'est une tâche de réaffirmation de soi qui permet de se mettre dans une disposition suffisamment positive pour contrecarrer des pensées interférentes qui viennent gêner à un moment donné la résolution d'un test. Et grâce à ça, ils ont montré donc, dans Science que les élèves des minorités culturelles, c'est simple, il y a 2 cohortes qui ont été comparées. Une cohorte pour laquelle rien n'a été fait, c'est-à-dire qu'on a laissé faire ce qui se fait habituellement dans la classe. Qu'est-ce qu'on voit au bout de 3 ans? Les élèves, ils chutent. Alors que l'autre cohorte, qui était sélectionnée de telle sorte à ce qu'elle soit comparable préalablement à l'autre, et il y a eu cette tâche d'affirmation de soi, qui a été proposée de façon régulière aux élèves. C'est exactement la pente inverse qu'on observe. Donc ça fonctionne. On peut agir sur la situation pour contrecarrer les effets des conséquences, les effets des stéréotypes sur les performances. Et peut-être qu'à long terme, justement, à force de contrecarrer les conséquences des stéréotypes, on va pouvoir changer le contenu de ces stéréotypes, progressivement. Oui, c'est un exposé c'est passionnant parce que ça fait quand même des années qu'on réfléchit mal à ces questions. Et là, vous apportez des éclairages que l'on n'avait pas. On a quand même fait des études nationales aussi où on regardait les choses mais de façon beaucoup moins instrumentée que vous. Et je trouve que là, vous apportez vraiment des pistes intéressantes. Alors, par exemple, moi, j'ai 2 questions. Une question au moins. Mais dans le monde actuellement, il y a une réflexion sur les curriculums. Il y a une réflexion sur les curricula mathématiques un peu partout. Et quand on demande de réécrire des programmes dans certains pays, l'une des conditions que met la Banque mondiale, comme la Commission européenne, comme l'UNICEF, comme l'UNESCO, c'est justement d'introduire dans les curricula des éléments qui contrarieraient ces éléments-là. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2003 et 2012, vous avez parlé de PISA, entre 2003 et 2012, il y a des différences qui ont changé terriblement selon les pays. Il y a des pays, visiblement, qui ont fait des efforts énormes. On sait pas, moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des choses telles que la différence est significative 10 ans après. Dans les différences garçons-filles. Et il y a quand même, depuis le début des études PISA, des pays où il n'y a pas de différence. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire que ce soit Hong Kong, je crois, et en tout cas la Finlande, les filles outperforment les garçons depuis très très longtemps. Je ne sais pas si vous avez des explications là-dessus. En maths.
Alors d'abord, c'est toujours pareil, faut regarder vraiment en profondeur sur les mathématiques, puisque quand on discute avec justement les chargés d'études statistiques pour PISA, si on regarde grossièrement les différences sur les épreuves de maths entre filles et garçons, parfois effectivement on ne peut pas apercevoir de différence. Par contre, si on regarde en fonction du type d'exercice, et notamment lorsqu'il y a de la géométrie, etc., là on voit des différences. Donc, il faut regarder d'abord dans le détail avant de véritablement se prononcer et puis faire en sorte d'uniformiser justement toutes ces comparaisons et tous ces calculs avant de dire là il y a des différences, là il n'y en a pas. Parce que pour l'instant, ce n'est pas vraiment fait ça, c'est fait que globalement. Donc, pour avoir discuté avec justement des collaborateurs de PISA, on a des choses à faire ensemble dessus avant véritablement de tirer des conclusions. Ça me fait penser qu'une autre action qui fonctionne, ce sont les modèles positifs. En mathématiques, justement. C'est-à-dire, des études ont montré, avant un test de maths, vous faites présenter justement des carrières, des choix de filières par des femmes qui ont réussi dans ce domaine-là. Ça aide les filles à mieux réussir aux tests qui arrivent après. Donc les modèles positifs, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Nous, à l'université, on a des choses à faire de ce côté-là, et y compris lorsque on fait un appel du pied aux lycéens vers les filières scientifiques. Ça serait bien justement de mettre un petit peu plus l'accent sur les femmes dans ces carrières-là et les femmes qui choisissent ces filières-là et qui viennent en parler plutôt que ce soit systématiquement peut-être trop souvent des hommes. Ça fonctionne. Magnifique. C'est bien. C'est bien. Ben justement, il faut faire en sorte que ce soit plus souvent la règle que l'exception. Oui, je voudrais revenir une minute sur les exercices présentés sous deux aspects, géométrie ou dessin. Est-ce que vous avez interrogé les élèves sur la façon, sur les stratégies mises en place selon qu'on leur a présenté l'exercice comme mathématique ou purement dessin? Alors non, c'est une très bonne question. Nous, on ne l'a pas fait sur notre tâche à nous. Par contre, des collègues l'ont fait sur d'autres types d'exercices. Et on se rend compte qu'en conditions où le stéréotype est gênant, puisqu'il est là pour venir interférer avec les fonctionnements cognitifs des femmes, elles sont moins capables de faire le choix des bonnes stratégies de résolution, en fait. Elles tournent en rond sur des stratégies qui ne fonctionnent pas. Elles manquent de flexibilité cognitive pour se dire « Ah ben là, ça fait un petit moment que je suis en train d'appliquer ça, ça ne marche pas, il faudrait peut-être que je change ». Elles sont gênées pour faire ça, alors qu'elles ne le sont plus lorsqu'elles sont dans la condition où elles sont libérées du stéréotype. Donc oui, ça joue sur les stratégies mises en place pour résoudre les problèmes, et ça joue notamment sur la flexibilité cognitive, ça gêne la flexibilité cognitive. Oui, absolument. Maintenant, on sait aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'études, jusqu'à présent, on va dire 90% des études se sont centrées sur les effets des stéréotypes sur la performance, mais peu d'études se sont centrées sur l'effet des stéréotypes au moment de l'apprentissage. Effectivement, ça y est, les études commencent à sortir et montrent que le stéréotype gêne aussi au moment de l'apprentissage. D'ailleurs, nous, par rapport à la figure de Ré, ça aurait été intéressant de savoir le stéréotype. Est-ce qu'il gêne déjà au moment de la mémorisation, ou est-ce qu'il gêne au moment de la restitution, ou les deux? Et qu'est-ce qui est le plus... Mais ça, on ne l'a pas fait. Mais on sait maintenant que oui, ils interviennent au niveau de l'apprentissage, absolument. Bonjour. Je voudrais savoir, côté association qui se dédie à promouvoir l'intérêt des filles et des femmes pour les carrières scientifiques, techniques, mathématiques, est-ce que vous en connaissez qui soient bien entamés, les travaux qu'ils fassent, bien dirigés, ou même qu'ils aient eu des réussites déjà observables? Côté association, il y a des associations, je vois, pour promouvoir la participation des femmes et l'engagement, l'intérêt des filles pour les carrières, les filières scientifiques. Est-ce que vous en connaissez qui marchent bien, qui ont de bons programmes et qui ont eu des réussites?
Non, là, excusez-moi, là, je peux pas répondre à votre question. Il m'arrive en effet avec mon collègue Pascal Huguet, il nous arrive tous les deux d'être sollicités parfois par des associations, justement, dont l'objectif est de promouvoir les carrières scientifiques des femmes. Donc, on vient effectivement présenter nos travaux. Ce qu'on constate, c'est que, effectivement, il y a un certain nombre d'associations qui essayent de mettre en place, justement, ce genre de choses, des colloques, des forums, etc. Après, les retombées véritables, non, on ne les connais pas. Je suis désolée. Est-ce que je pourrais vous parler après pour voir si on peut en commencer une qui soit basée sur les études scientifiques, parce que c'est vraiment convaincant. Oui, bien sûr, bon, bien merci. sûr, avec plaisir, oui. Oui, merci. Donc, Viviane Durand-Guerrier, moi je viens de l'IREM de Montpellier, donc je voulais rebondir sur les modèles. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, en particulier alors, à l'université, mais pas seulement. Donc, il y a une très belle exposition qui s'appelle Femmes en maths, qui a été faite il y a déjà plusieurs années par la SMF. Nous, on l'a à Montpellier, on va avec dans les établissements scolaires. Ça nous permet d'initier des débats avec non seulement les élèves, mais nos collègues, que ce soit à l'université, que ce soit en collège ou en lycée. On est aussi imbibé de ce stéréotype. Il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est une réalité. Donc, il faut aussi qu'on travaille, nous, sur notre propre communauté. Et moi, je voudrais dire que j'ai été personnellement extrêmement choquée lorsque j'ai vu le film « Pourquoi j'ai détesté les maths », de la très très faible présence des femmes dans ce film. Et en plus, pour la plupart du temps, quand elles apparaissent, soit elles sont vraiment... ça donne peu d'envie de les imiter, ou bien elles sont sur des tâches, entre guillemets, subalternes, de distribuer des badges et des choses comme ça. Donc j'étais très surprise de ça, et je dois dire que... Et donc chaque fois qu'on a fait des projections de ce film, j'ai suscité la question, et ça a donné lieu à des débats extrêmement riches. C'est-à-dire que donner aux jeunes filles la possibilité d'exprimer ce qui les inhibe, parce qu'en fait elles sont vraiment, cette inhibition, elle est vraiment portée, on le sait, par la société, mais donner la possibilité d'en parler, de la partager et de dire qu'il faut la dépasser, ça fait aussi partie des choses là. Je pense qu'on a un très gros travail à faire dans nos propres communautés. Alors l'association Femmes et Maths fait beaucoup de choses, elle est très active, et elle essaye de promouvoir un certain nombre d'éléments. Mais bien sûr, pour que ça marche, il faut que ce soit relayé localement. C'est-à-dire que, bien sûr, une association nationale, ça impulse, c'est comme pour toutes nos associations. Et je pense qu'on aurait beaucoup à faire à développer, effectivement, localement, des antennes efficaces. Alors, ça peut être... Moi, je pense que Femmes et Maths est vraiment une association avec laquelle il est tout à fait pertinent de collaborer. Femmes et Maths vient d'intégrer tout récemment la Commission française sur l'enseignement des mathématiques, qui rassemble toutes les sociétés qui sont savantes, qui sont concernées par l'enseignement des mathématiques, et Pierre pourra en parler beaucoup mieux que moi. Oui, bonjour. Alors, je voudrais essayer de bien comprendre les conclusions de votre exposé, votre brillant exposé scientifique. Vous nous avez dit il y a des pensées interférentes qui viennent finalement interférer avec les stratégies, et les stratégies qui permettent de performer dans un exercice. Alors, vous avez dit, bon, ici, j'ai repéré que le stéréotype de genre va interférer sur la performance. Mais est-ce que vous avez fait un test, comme quoi, par exemple, vous mettez, je sais pas, voilà, un test de maths, et on sait que les enfants de riches réussissent mieux que les enfants de pauvres, ou réciproquement, ou les grands réussissent mieux que les petits, ou les gros, on peut coupler ça avec plein de variables, et voir les conséquences. Et d'une certaine manière, est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de motiver les élèves, voir, disons, les aspects positifs de leur personnalité, qui les amènent, in fine, à réussir? J'allais dire que, est-ce que nous ne sommes pas en train de redécouvrir que un enfant, pour qu'il travaille, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit encouragé, qu'il soit aidé, qu'il soit valorisé, et qu'on doit évacuer finalement toutes les mauvaises pensées pour sa performance. J'imagine que
Si vous dites à quelqu'un qui va jouer en concert, mais tu vas te voir, ces passages-là, ils sont trop difficiles pour toi, à tous les coups, il va louper. Enfin, je veux dire, tout le monde a connu ça. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez couplé scientifiquement pour voir si les conclusions sont, quelle est la cause finalement, si c'est le fait que ce soit des filles, des garçons, ou si on mettait n'importe quoi, par exemple grand, petit, gros, maigre, etc., on aurait des résultats significativement statistiquement. Merci. Alors tout à fait, ça a été fait. Puisque ces travaux là, sur les effets interférents des stéréotypes de genre, en fait, ce ne sont pas les tout premiers travaux. Puisqu'au départ, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais Claude Steele, il est afro-américain. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était le problème de la mauvaise réussite des étudiants afro-américains à l'université qui, malgré tout, réussissaient le concours d'entrée. Donc manifestement, il n'y avait pas de problème niveau intellectuel puisque le concours d'entrée était le même pour tout le monde et le réussissait brillamment. Sauf que au fur et à mesure que l'année universitaire avance, il y avait un échec qui devenait assez flagrant et puis finalement une perte massive de ces étudiants-là. Et donc, il s'est intéressé aux explications possibles. Vous imaginez bien qu'il y en avait beaucoup, et notamment le problème de l'infériorité intellectuelle des Afro-Américains par rapport aux Blancs, puisque c'est exactement de ça dont il s'agissait aux États-Unis. Sachant qu'à l'université de Stanford, les étudiants qui étaient présents, c'était des étudiants qui étaient issus de milieux socio-économiques et culturels relativement aisés. Donc l'explication en termes de bagage culturel ou économique insuffisant ne fonctionnait pas. Donc c'était très bien. Claude Steele, ça l'arrangeait bien pour dire, voilà, ils ont passé le concours d'entrée avec succès, donc il n'y a pas de problème de niveau intellectuel, il n'y a pas de problème de niveau socio-économique et culturel, donc que se passe-t-il? Et c'est effectivement avec cette population-là spécifique qu'il a testé son hypothèse d'interférence du stéréotype. Et effectivement, on montre que lorsqu'on présente un test d'intelligence verbale à ces étudiants et qu'on compare leur performance à ce test très difficile à leurs homologues blancs, ils réussissent moins bien. Effectivement, ils sont en difficulté. Alors que le même test, lorsqu'on le présente comme autre chose que de l'intelligence, simplement stratégie de résolution de problèmes, on n'utilise pas le mot intelligence, ça suffit pour faire en sorte qu'ils aient de meilleures performances même que leurs homologues blancs. Donc, déjà, on montre d'une chose que ça marche sur d'autres stéréotypes, et il y a eu beaucoup d'autres études qui ont montré que, véritablement, il faut comprendre que tout individu peut être la cible, à un moment donné, d'un stéréotype négatif dans une situation donnée. Et que dès lors que c'est le cas, cela va affecter sa performance. Exemple, ils ont montré justement qu'il n'est pas nécessaire d'être la cible de stéréotypes négatifs récurrents, c'est-à-dire d'être stigmatisé de façon récurrente dans la société pour être la cible des stéréotypes interférents. Et justement, il a pris les hommes blancs américains, tout-puissants, les meilleurs en maths, il leur en fait passer ce fameux SAT-M dans une salle. Et à l'autre moitié qui passait aussi dans l'autre salle, ils leur ont dit, au fait, sachez que dans la salle à côté, il y a des Asiatiques qui font le même test que vous. Quand on dit qu'il y a des Asiatiques qui font le même test, les hommes blancs américains tout puissants, très forts en maths, ils chutent. Pourquoi? Parce qu'il y a un stéréotype qui leur est défavorable comparativement aux Asiatiques, qui seraient donc plus compétents en mathématiques que les Occidentaux. D'accord? Donc ces stéréotypes fonctionnent. Maintenant, pour en revenir à votre question sur est-ce que tout ça, ce n'est pas une question d'attente? Est-ce que si l'on crée des attentes de réussite versus attentes d'échec, c'est l'effet Pygmalion, est-ce que ça ne va pas fonctionner de la même façon? Alors, oui, ça peut fonctionner effectivement si on crée des attentes artificielles, c'est-à-dire que si à un moment donné, on fait croire à une classe qu'elle a tout le potentiel pour réussir versus à une autre qu'elle ne l'a pas, etc. Effectivement, les élèves, d'ailleurs, et les enseignants vont finalement interagir de la sorte à confirmer les attentes, en effet, et dans le sens attendu. Maintenant, il faut comprendre que les stéréotypes sont tellement puissants qu'ils fonctionnent tout seul. Il n'y a pas besoin de créer des attentes. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais bien avec le terme consigne standard. Parce que quand on dit consigne standard, on dit quoi? C'est un test de maths, c'est tout. On ne dit rien d'autre. Et le stéréotype, il est tellement puissant qu'il s'invite tout seul dans la situation. C'est-à-dire qu'il est tellement ancré en mémoire que les personnes qui sont la cible de ce stéréotype, qui sont infériorisées dans ce domaine de compétences en particulier à cause du stéréotype, eh bien, instantanément et de façon automatique, vont avoir une anxiété supplémentaire par rapport aux autres qui est liée à la crainte de confirmer ce stéréotype. Le stéréotype, il s'invite tout seul. On n'a pas besoin de créer des attentes dans la classe pour dire « Oh là, attention, là, il va y avoir des différences de performance ». Le stéréotype, il fait le travail tout seul. C'est pour ça vraiment que j'ai insisté sur consigne standard. C'est ça la différence de puissance.
Après, effectivement, hein, on peut créer des attentes artificielles. Alors d'abord, vous verrez que l'impact sur la performance sera peut-être significatif, mais sera moindre que celui d'un stéréotype, qui lui s'invite tout seul dans la situation. Par contre, on a besoin d'agir sur la situation pour le rendre non pertinent. Et excusez-moi, j'en profite pour compléter ma réponse tout à l'heure, parce que, excusez-moi, des fois il faut un petit peu de temps hein, pour répondre, monsieur au fond, sur pourquoi est-ce que les femmes finalement sont pas gênées au niveau de leurs croyances personnelles, hein, quand au niveau cérébral, on a montré tout à l'heure l'expérience de Pascal Huguet, hein, je vous ai montré que lorsque le stéréotype est invalidé, l'IRMF montre que chez les hommes, il y a l'activation d'une zone qui est dédiée au conflit entre ce qu'on leur dit et leurs croyances personnelles, alors que cette zone-là n'est pas activée chez les femmes dans la condition aussi où on infirme le stéréotype. Eh bien parce que les travaux montrent aussi qu'il y a une différence en termes de croyances et d'adhésion aux stéréotypes. Je suis désolée, messieurs, mais manifestement, vous adhérez davantage aux stéréotypes que les femmes. D'accord? Déjà, et d'un. Je suis désolée. Hein. On en a les traces au niveau, pas seulement explicite, hein. Pas seulement explicite, j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure ces fameux tests qui permettent de mesurer les associations stéréotypiques automatiques qui sont stockées en mémoire. Donc ces fameux tests d'association implicite, ce sont des tests de classement de mots, on mesure des temps de réponse. Bon, pas le temps de vous en parler, mais je serais volontiers, si vous avez après le temps, montrer, on peut les passer sur Internet, c'est quand même très instructif. Et sur ces tests implicites, ben, les hommes généralement, effectivement, des scores qui sont plus élevés que les femmes. Et je rajoute encore une fois que le stéréotype, pour qu'il fasse son œuvre négative sur la performance des femmes en mathématiques ou sur la performance des Afro-Américains sur les tests d'intelligence verbale, etc., il n'y a pas besoin qu'eux adhèrent au stéréotype. Je suis une femme, on fait passer un test de maths, ça fait 12 ans que je travaille sur les stéréotypes de genre, je considère qu'ils sont faux, je ne suis pas d'accord avec, je vais être victime du phénomène. Tout simplement parce que, pour le coup, je travaille tellement dessus, il est tellement facilement récupérable en mémoire que même si on l'infirme devant moi, je vais quand même avoir des pensées interférentes, parce qu'il est beaucoup trop accessible maintenant chez moi, le stéréotype, pour le coup. Donc il va me gêner. Il va me gêner, alors même que je ne suis pas d'accord avec. D'accord? Donc, pour une femme, me dire, bah oui, sur cette partie du test-là, on n'attend pas de différence de performance entre hommes et femmes, bah oui, moi, ça me va bien, parce que justement, ça correspond à peu près à ce que je pense. Donc, ça ne me gêne pas. Non. Non, non, et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure. Et oui. Alors, si, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que, alors là, il y a d'autres études aux États-Unis qui ont été faites par Toni Schmader, une femme, qui montrent que si on prend des étudiants et des étudiantes en maths, si on fait cours avant, un peu comme ce que je viens de faire là, quoi, si on fait une conférence sur ce qu'est un stéréotype, comment il peut interférer au niveau cognitif, etc., ça aide les femmes à produire de meilleures performances sur le test de maths qui arrive après. Ça peut aider. Alors, les effets à long terme n'ont pas été testés encore. Peut-être on va... Donc, je voudrais remercier Isabelle pour cet exposé extrêmement intéressant.